parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce épisode de la série H.O. Le film d'aujourd'hui s'appelle Little Woman, fidèlement traduit en français Les 4 filles du Dr March. Il est réalisé et scénarisé par Greta Gerwig, dont je vais vous parler, ou Gerwig, je ne sais pas, et il est sorti en France le 1er janvier 2020. Les 4 filles du Dr March, c'est donc un livre à la base très populaire, qui a été lu par beaucoup, pas par moi, je vous dirai ensuite comment je l'ai connu. C'est un roman de Louisa May Alcott, qui je pense s'appelle aussi en version originale Little Woman, si je dis pas de bêtises, mais il y en a deux. En français, il y avait les 4 filles du Dr March et le Dr March marie ses filles. Je n'ai lu aucun des deux bouquins, c'est juste pour vous donner un petit peu, faire un petit peu mon côté Wikipédia à 2 francs. Donc voilà, Little Woman, c'est un film donc de Greta Gerwig. Greta Gerwig, qui c'est? Alors c'est une réalisatrice plutôt talentueuse, qui est en fait à la base actrice, qui était plus actrice à la base, qui est notamment en couple avec Noah Baumbach, le réalisateur du très sympathique... Ah, zut, maintenant ça me revient pas. Je vais vous le retrouver tout de suite. Je crois qu'il a fait Francesca, qui était pas mal du tout, et dernièrement il a fait un autre film que j'avais trouvé intéressant. Ah, ça me revient pas, bon c'est pas grave. En tout cas, Francesca, et il y avait Greta Gerwig dedans d'ailleurs. Mais Greta Gerwig en tant qu'actrice a aussi fait une voix dans notamment L'île aux chiens, et si je ne dis pas de bêtises, elle double même la version française, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas trop rajouter. Tout ça pour dire, actrice plutôt qui travaille pas mal depuis plusieurs années, mais en tant que réalisatrice, c'est son 3e film. Elle avait fait notamment Lady Bird, que je n'ai pas vu, avec Saoirse Ronan, qui, si je ne dis pas de bêtises, est le remake du même film avec Michelle Pfeiffer, décidément une réalisatrice qui pour l'instant travaille de manière balisée sur des œuvres déjà préexistantes, il me semble. Mais en tout cas, réalisatrice intéressante, puisque on a tout de suite noté son adaptation de Lady Bird comme une bonne adaptation. Il y a eu énormément de bons retours sur ce film Little Woman, et donc je me suis dit, il était temps que je le regarde. Mais d'abord, je voulais vous raconter une petite anecdote sur le fait que, moi, Les 4 filles du Dr March, et ben pour moi, c'était un dessin animé japonais. Et oui, non, je savais que c'était adapté d'un bouquin déjà à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai appris à apprécier les personnages de Joe, Meg et des 4 sœurs, et c'est un film une série que j'avais gardée en tête, qui était assez étrange, puisque le générique français était particulièrement enjoué, alors que l'histoire n'était pas si drôle que ça. Il y a notamment une des sœurs qui tombe malade et qui en meurt, hein, donc on rigole pas des masses, mais tout ça pour dire, plutôt un souvenir juvénile, plutôt, sympathique. Alors que techniquement, c'est un peu plus costaud que ça, un peu plus vénère. Je vais vous faire un pitch tout de suite, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. Si vous ne connaissiez pas Les 4 filles du Dr March, évidemment c'est un classique de la littérature, mais perso j'avais bien aimé quand j'étais ado la série animée. Franchement j'avais bien aimé. Alors j'en ai pas un grand souvenir. J'avais essentiellement gardé le fait que voilà, elles étaient 4 filles et qu'elles avaient des tempéraments très différents, machin. Évidemment le personnage de Joe étant pour le coup très en avant par rapport aux autres, vu que c'est l'artiste, celle qui a un gros tempérament, qui refuse d'être une femme entre guillemets au foyer, machin, blablabla, mariage arrangé et tout le bordel. Et je trouve que c'est pour le coup c'est le personnage qui m'avait marqué. Mais j'avais bien aimé ce quatuor de sœurs, Joe, Amy, Meg et Beth. Et j'avais trouvé globalement le dessin animé vraiment sympathique. J'en ai un bon souvenir, un souvenir très doux heureux, j'ai envie de dire. Même si c'était quelque part une histoire assez triste. Donc voilà, on va pitcher et puis on va tout de suite attaquer la critique. Oui, je vais pas faire très long parce que vous vous en doutez, c'est une excellente adaptation, donc on va pas non plus en parler pendant 15 heures. Allez, on pitch et puis on reviendra sur qu'est-ce qui fait que je pense qu'il faut voir cette adaptation-là plutôt que d'autres, dont je parlerai un petit peu après. Victoriae Mundis et Mundis Lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Comment faire un pitch? Parce que c'est un peu compliqué, on est dans quelque chose de l'ordre du romanesque. Alors, on remet en place le contexte. Dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, le père March est obligé de partir pour être aumônier pendant la guerre de sécession. Alors, je ne sais pas s'il est obligé ou s'il y va de lui-même. En tout cas, il est à la guerre. Et il laisse donc la mère March et ses 4 filles se débrouiller grosso modo toutes seules
Et derrière le patronage de cette mère vraiment courageuse et qui a beaucoup de morale et qui est quelqu'un de très juste, de doux et en même temps de très moral, les 4 filles vont grandir avec des tempéraments très affirmés, très différents, dans un bon climat familial qui va leur permettre donc de vraiment développer leurs différentes personnalités. Jo va être, comme je le disais avant, l'écrivaine, artiste, et celle qui a un tempérament fort et qui refuse le matriarcat, qui préfère rester entre sœurs et qui trouve, grosso modo, le mode de vie qu'on lui propose du mariage, ainsi de suite, un peu suranné, mais qui en même temps est bien sûr quelqu'un de très doux et de très sensible. Amy va être celle des 4 qui va très vite, sous l'influence de la mère, de sa grand-mère, devenir un peu celle qui va devoir porter le futur de la famille March, puisque Jo refuse de se marier. Meg va marier un roturier, donc ils auront très peu de moyens. Et Beth, malheureusement, va tomber malade et en mourir. Donc Amy va se sentir la responsabilité, entre guillemets, d'avoir un mariage fleurissant avec de l'argent, avec des moyens pour pouvoir prendre soin de toute la famille. Et elle va nourrir constamment face à Jo une certaine forme de jalousie, puisque Jo sera l'artiste, celle qu'on remarquera à chaque fois, et Amy grandira grosso modo dans son ombre. Meg est un peu la raisonnable de l'équipe, la douce et raisonnable, la plus âgée aussi, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grande, qui va rencontrer, qui va faire un mariage d'amour, mais un mariage pauvre, en souffrir quand même beaucoup, mais qui en même temps aura un rapport avec ses sœurs très positif et très bienveillant, vraiment la gentille grande sœur. Et Beth, donc, je crois que c'est la plus petite, et c'est malheureusement celle qui attrapera, je ne sais plus ce que c'était, je crois la scarlatine, et qui petit à petit va avoir des phases de montée et descendre dans la maladie, et finalement la maladie la tuera. Voilà un petit peu le contexte, et c'est donc l'histoire de ces 4 jeunes filles, plus précisément, de leurs amours, de leurs aspirations et de leurs espoirs, à une époque où évidemment l'affirmation d'être une femme et non pas une servante ou une épouse, j'insiste vraiment là-dessus, était particulièrement original, ce qui a probablement aidé beaucoup au succès du livre. Sans compter que dans le fond, ça restait quand même un livre assez romanesque. Il y aura notamment le personnage de Laurie, qui va être un garçon très proche des 4 sœurs, et qui va notamment au départ être amoureux de Jo, avant d'être amoureux de Amy. Évidemment, les 2 sœurs les plus opposées. Bref, on est vraiment dans l'écriture romanesque, typique et classique. À cet endroit-là, il ne faut pas s'attendre à des surprises. Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul... Une fois n'est pas coutume au niveau des décors, le film a bénéficié d'un budget correct de 40 millions de dollars, ce qui est tout à fait correct. Alors pour la petite info et pour ceux qui aiment le film et qui ont envie de voir Greta Gerwig faire d'autres films, bon déjà les retours critiques ont été excellents, donc grosso modo elle va en faire d'autres films, ne vous inquiétez pas. Ensuite le film a engrangé 200 millions de dollars au niveau mondial et 57 millions de dollars sur le sol américain, ce qui veut dire que les films de Greta Gerwig sont rentables aux États-Unis, donc elle va faire d'autres films et probablement d'autres films avec des gros castings. Oui, je vous parlerai du casting après qui est quand même assez énorme. Mais le livre étant un classique, c'est pas difficile d'avoir un énorme casting sur un projet comme ça, une fois qu'il est produit et qu'il y a les moyens. Ce qui est plus dur, c'est d'équilibrer ce casting et de bien le diriger. Et spoiler, ça se passe très bien, mais je vais vous en parler après. Donc tout ça pour dire, avec un budget de 40 millions de dollars, les décors et la production sont d'excellente qualité. Le film est très bon, la maison notamment, on traverse donc différentes périodes de la Nouvelle-Angleterre des années 1860, mais je trouve qu'on est essentiellement dans des lieux relativement modestes, et il y a un travail sur la vraisemblance qui est clairement le cadre du film. Après, j'ai envie de dire que ce qui est marquant, c'est plus les extérieurs, puisqu'on parle de décor, et j'ai plus été marqué notamment par les moments où Joe, il y a de très belles scènes entre Joe et Laurie, notamment qui marchent dans une prairie et où Laurie avoue une bonne fois ses sentiments à Joe, et c'est une très belle scène, et la lumière, le travail notamment sur cette lumière orange, on est presque dans quelque chose de malikien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Chez Terrence Malick, notamment, l'exemple que j'ai en tête, je vous mettrai la critique dans les infos de cette vidéo et de ce podcast. Terrence Malick, notamment, s'est fait connaître avec Les Moissons du Ciel, film où ils ont décidé de tourner
ce qu'on a appelé le quart d'heure indien, je caricature, grosso modo, où ils voulaient absolument une lumière qui était une sorte de lumière orangée, très forte, très contrastée, mais qui est très très belle, mais qu'on ne peut avoir qu'au coucher du soleil, grosso modo, qui dure grosso modo une grosse demi-heure. Et donc le tournage de Les Moissons du Ciel a été une tannée monstrueuse, a été beaucoup plus long que prévu, puisqu'il ne tournait au final que 15 minutes à une demi-heure par jour. Donc tout ça pour dire, pour obtenir cette lumière typique. Et je trouve que dans Little Woman, il y a ces moments où on a cette superbe lumière qui aide énormément à rendre le contexte romantique, mais en même temps, il y a beaucoup de profondeur, de densité dans la couleur. Vous savez, c'est très difficile de faire de la couleur à l'image sans que ça écrase l'image, sans que ça devienne des gros aplats de rouge, d'orange, et ainsi de suite. Et cette lumière de soleil de couchant a cette qualité-là qu'elle est très, comment dire, irisante. Elle démultiplie le spectre coloré, ce qui fait qu'on a de très beaux contrastes de couleurs et une grande profondeur dans les détails de la carnation, dans le spectre lumineux tout simplement. Et du coup, on voit beaucoup mieux et beaucoup plus en détail, ce qui donne des images d'une très grande beauté, mais d'une très grande netteté aussi. Et j'ai trouvé que les quelques moments du film où elle utilise ça par les fenêtres, donc dans cette scène où ils sont en extérieur, c'est juste superbe, même s'il y a beaucoup de scènes en studio. On a notamment des très belles scènes, notamment dans l'atelier de Amy, avec des lumières extérieures, où on ne voit rien de l'extérieur, c'est des vitres blanches, et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi un incroyable travail sur la beauté de la carnation des différents personnages, à leur donner un grain et un ton très particulier. Je sais pas si j'ai imaginé ça, parce que le film, je l'ai trouvé très fort en termes de photographie. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais il y avait, pour chaque sœur, il y a vraiment des moments où la lumière est très personnalisée. Amy, donc, c'est particulièrement dans son atelier d'artiste, où on a ce travail sur la peau, où elle a la peau plus blanche, un peu plus rosée. À l'inverse, Jo, on a quelque chose de très romantique, donc quand elle est très fortement mise en scène, on a une peau orangée, plus chaude, là où Meg va avoir des scènes de nuit avec des lumières de bougies et une grande importance portée au contraire sur le côté pâle de son visage et le brun de ses cheveux. Et ça, c'est brillant. On voit vraiment que Greta Gerwig a réussi à donner de l'image à ces personnalités-là, et ça déjà ça fonctionne très bien, notamment par l'excellente utilisation des décors, des moments où le film a été tourné en extérieur, des lumières utilisées globalement, même s'il y a quelques plans que j'ai trouvé un peu pauvres, qui m'ont un peu choqué, parce que j'ai trouvé que c'était d'un seul coup assez cheap. Il y a notamment une scène d'enterrement, bon, je spoil à peine, l'enterrement de Beth, où j'ai trouvé que c'était un peu... Je sais pas, c'était un peu pauvre, c'était un petit peu éteint, un peu morne, mais dans le mauvais sens. Ça manquait un petit peu de densité par rapport au reste du film, ça choquait l'œil parce que c'était un petit peu moins appliqué. Mais je titille, le film, et en termes d'utilisation des décors, bon alors je l'ai pas dit, mais c'est absolument vraisemblable. Je ne connais rien à cette période-là, ou très peu encore une fois. J'en avais déjà parlé dans ma critique de J'accuse, que vous pouvez aller voir et que j'ai sorti cette semaine, mais qui, j'arrive à croire que c'est les années 1860 en Nouvelle-Angleterre. Évidemment, il y a un travail sur les robes, sur les costumes et le décor qui est impeccable à cet endroit-là, en tout cas de mon point de vue. Encore une fois, si vous vous y connaissez plus et que vous voulez amener des détails que je ne connaîtrais pas, je suis très curieux, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires de cette vidéo et sur toutes les différentes plateformes. Un mec qui parle trop, on est un petit peu partout, il y a même un blog maintenant, un mec qui parle trop.wordpress.com. Oui, j'ai fait ma pub, désolé. Donc ça pour dire, ce travail sur la lumière et les décors est impeccable, et sur les costumes aussi, je trouve, mais j'ai particulièrement apprécié, et je préfère le mettre dans les décors parce que je trouve que ça fait partie essentiellement des décors de mon point de vue, ce travail sur la lumière que j'ai trouvé particulièrement efficace et réussi. Et à partir de cette lumière-là, il y a une mise en intelligence du casting qui est impressionnante, et on va parler tout de suite. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Le casting me permet de vous parler d'une précédente adaptation des 4 filles du Dr March qui date de 1994. J'avais 14 ans à l'époque, et oui, je suis, un ancêtre.
Et c'était la première adaptation que j'avais vue, je pense, en film à proprement parler, réalisée par Gillian Armstrong. Et déjà à l'époque, quand je vous dis que c'est un classique et qu'en général on met un gros casting dessus, on avait eu dans le rôle principal Winona Ryder, et oui, dans le rôle de Jo March, Christian Bale à l'époque, et oui, dans le rôle de Laurie, avant qu'il devienne bien plus connu, Claire Danes dans le rôle de Beth March, Claire Danes qui jouera ou qui avait déjà joué, je sais plus, ou qui jouera juste après dans Roméo et Juliette avec DiCaprio, Kirsten Dunst dans le rôle de Amy, et oui, Kirsten Dunst, la fameuse Mary Jane Watson, et bien Mélancolia et bien d'autres films ensuite, et c'était Trini Alvarado, qui jouait Meg March. Par contre, je ne me souviens plus de ce qu'elle a fait d'autre. Je sais qu'elle a fait une belle carrière aussi, avec Suzanne Sarandon dans le rôle de Madame March, évidemment. Enfin bref, tout ça pour dire, gros casting. Il y avait des nominations aux Oscars pour les actrices, enfin bref, évidemment. Je vous donnais juste cet exemple-là. Il faudrait que je le revoie, le film, hein. Honnêtement, je pense j'imagine qu'il a vieilli, puisqu'il date de 94, mais je ne l'ai pas revu. Je vais peut-être essayer de le trouver, de me le mater, parce que du coup, je suis curieux de voir, et peut-être que je vais vous faire peut-être un petit retour story, ou peut-être un autre blog dessus pour rigoler, je sais pas, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je le mate et que je fasse un retour dessus aussi. Pour le coup, je serais assez curieux. Ça me rend curieux, un aussi gros casting. Qu'est-ce que ça a pu donner à l'époque? Parce que des fois, ça fait flop. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà spoilé ça avant, ça ne fait pas flop du tout dans cette version de 2020, pardon. Mais voilà, ça vous donne juste une échelle d'idée. Quand on sort les 4 filles du Dr. March, ça donne des très très gros castings. Et donc, le casting de 2019-2020, c'est donc Saoirse Ronan dans le rôle de Josephine March, donc de Jo. Saoirse Ronan, que je vous conseille de découvrir notamment dans Lovely Bones, très très bon film de Peter Jackson, drame absolument terrible et très intéressant visuellement, qui a un énorme problème de fond, il faudra décidément que je fasse un podcast dessus à l'occasion, mais bon, c'est une excellente actrice qui a aussi un excellent rôle dans The Grand Budapest Hotel, entre autres, de Wes Anderson. Bref, grande actrice en devenir, sauf surprise, sauf accident. Vraiment déjà excellente actrice. Je vais enchaîner avec Emma Watson dans le rôle de Meg. Emma Watson, hein, évidemment, Hermione Granger, qui est, je pense, clairement en train de se détacher du rôle d'Hermione Granger assez fortement, qui a déjà fait quelques rôles comme The Bling Ring, notamment si vous ne l'avez pas vu, de Sofia Coppola, qui est excellent. The Bling Ring, voilà, je ne dis rien, je ferai peut-être un podcast à l'occasion sur Bling Ring. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse un podcast dessus, ça vaudrait le coup. C'est un film très 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 intéressant, et notamment sur comment il joue de l'image de Hermione Granger, Emma Watson, hein. Faudra que j'en parle à l'occasion. Voilà, donc si ça vous intéresse, si ça vous titille, dites-moi si vous voulez que je fasse le podcast dessus, sur The Bling Ring, je m'obligerai, comme on dit. Et donc elle est excellente dans le rôle de cette de Meg, qui est plus en recul comme ça, plus la grande sœur, celle qui est un peu plus romantique, un peu plus naïve aussi, la première qui essuie un peu la plâtre et qui va se marier avec un mec sans le sou et qui va en souffrir mine de rien, avec une très belle scène où elle avoue à son mari, alors qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle a du mal à vivre pauvre. C'est une belle scène bien faite, et je trouve que Emma Watson le joue très bien. Alors on pourra critiquer le fait qu'on retrouvait déjà cette fragilité dans le personnage chez Hermione Granger justement, et qu'il serait temps peut-être qu'elle change de domaine de jeu. Ça, je peux l'entendre. Contrairement à Saoirse Ronan, qui a fait des rôles de fille forte et qui maintenant commence à élargir un peu ce qu'elle fait, notamment dans son rôle dans The Grand Budapest Hotel, c'est quand même autre chose. Emma Watson a un peu du mal à sortir de ça. Elle avait fait quelque chose de vraiment très différent à The Bling Ring, et depuis, je n'ai pas vu de choses... J'ai pas l'impression qu'elle sorte un peu du moule un peu du personnage de Hermione. Il serait temps, parce que je pense qu'elle en a les capacités. Oui, parce que j'ai pas dit sur le personnage de Jo, hein, je l'avais déjà dit plusieurs fois dans la critique, donc je vais pas le répéter, mais Saoirse Ronan joue effectivement très très bien la jeune femme artiste au grand tempérament, qui en même temps a un peu des préjugés sur l'amour, parce que c'est ringard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une artiste et tout ça, qui va négocier elle-même ses droits du livre, qui va écrire, qui va avoir des vrais moments de doute artistique après la mort de sa sœur et tout. Enfin, vous voyez, elle est impeccable dans le rôle. Donc voilà, je voulais pas en rajouter une couche, mais vous comprenez le style du personnage. Je voulais plutôt parler de Meg, qui est peut-être un personnage plus en arrière-fond dans l'histoire, et qui est peut-être un peu moins romanesque, mais rien qu'à cause de la scène où elle avoue à son mari qu'elle aime pas vivre pauvre et qu'elle aurait aimé avoir de meilleurs moyens. Emma Watson réussit parfaitement à emporter le personnage, et c'est très très réussi. En parallèle de ça, on a Elisa Scanlen, je n'ai vu dans
pas d'autre chose de mémoire, mais qui joue très bien le rôle de Beth, donc la sœur qui va être malade, et qui finit par mourir, et c'est essentiellement son rôle dans l'histoire, hein, je suis désolé de le dire, hein, mais qui était pianiste et qui avait un très beau rapport avec leur voisin qui l'a laissé jouer du piano parce que sa fille est morte et tout. Donc c'est une très belle histoire, c'est très touchant. Je trouve l'actrice impeccable. Je ne l'ai pas vue dans autre chose, donc je ne vais pas pérorer 10 ans sur elle. Et par contre, je vais vous parler un petit peu plus de Florence Pugh qui joue Amy March, donc celle qui va être quelque part jalouse de Joe March et qui va se sentir la responsabilité de porter la famille au point de contrarier un peu sa vie amoureuse. Donc je vous laisse découvrir comment, je ne veux pas trop spoiler non plus. Florence Pugh, que j'avais déjà critiqué dans ma critique de Héréditaire et de... zut, maintenant ça ne me revient pas. Du deuxième film de ce réalisateur-là, Sam... Oh zut, Midsommar, voilà, excusez-moi, Midsommar, où elle avait le rôle titre, entre guillemets, et où elle était excellente dans le rôle de A à Z. Je vous renvoie à ma critique de Héréditaire et de Midsommar, j'avais fait un grand podcast dessus. J'ai des grosses réserves sur Midsommar, contrairement à beaucoup de critiques que j'ai pu voir, donc n'hésitez pas à aller écouter si vous voulez connaître mon avis dessus, mais Florence Pugh était impeccable dans le rôle. C'était un excellent choix de casting, elle était superbe de A à Z dans le rôle. Et là, dans le rôle de Amy, je l'ai trouvée impeccable aussi. Elle joue parfaitement la sœur un peu jalouse, mais qui en même temps a aussi une base artistique très forte qui se déprécie parce qu'elle n'a pas le succès de sa sœur. Enfin, on sent vraiment qu'il y a le côté j'ai voulu faire mieux que ma sœur. En même temps, j'ai du talent, mais je le gâche un peu par ma jalousie, par mon aigreur. Et en même temps, le contexte familial, le fait que tout le monde admire Joe et ainsi de suite, alimente quelque part son ressenti et son mauvais côté et sa jalousie. Et je trouve que Florence Pugh l'interprète de manière impeccable, notamment aussi, comme je le disais déjà dans la partie sur la photographie, parce que j'ai trouvé que la mise en scène en termes de décor et en termes de photographie, de leur mise en image, leur mise en atmosphère presque des personnages, j'ai envie de dire, pour caricaturer, est impeccable et il y a vraiment un très beau travail. C'est pas surprenant de la part de Greta Gerwig, son compagnon c'est Noah Baumbach, qui est déjà un réalisateur qui, comme je disais, a un univers visuel très intéressant, qui est le scénariste notamment de plusieurs films de Wes Anderson, donc des gens qui ont vraiment une qualité d'écriture et une finesse dans ce qu'ils arrivent à créer, et en même temps des univers visuels très forts. Noah Baumbach qui a notamment écrit le scénario de La vie aquatique avec Steve Zissou, qui est un excellent film de Wes Anderson, qui a aussi écrit si je ne dis pas de bêtises, de Grand Budapest Hotel, je suis plus sûr, enfin, qui a écrit Isle of Dogs aussi, je crois. Enfin bref, voilà, et Wes Anderson, si vous connaissez pas, évidemment, univers visuel absolument original et passionnant, avec d'excellents films, comme, c'est lui qui a fait Her, je sais plus maintenant, je suis plus certain. J'ai un doute, je confonds souvent avec un autre réalisateur. Non, c'est Spike Jonze qui a fait Her. Excusez-moi. Non, Wes Anderson, c'est La vie aquatique, c'est le The Grand Budapest Hotel, c'est À bord du Darjeeling Limited. D'excellents films que je vous conseille de voir, simplement parce qu'ils sont particulièrement singuliers. On peut ne pas aimer, mais on peut pas nier que c'est unique dans son style. Et l'écriture des personnages est en général le cœur de ses histoires, et il arrive à mettre ça en image de manière très originale. Et on sent vraiment chez Greta Gerwig qu'elle fait partie de ce groupe et qu'elle en est un très très bon représentant aussi de cette tendance artistique, de cette qualité d'écriture des personnages, de cette qualité de mise en image des personnages dans un univers visuel global. L'image appartient au personnage vraiment, et c'est très réussi, je trouve, de ces 4 filles du Dr March. Alors il faudrait que je revoie le film de Gillian Armstrong notamment, et peut-être qu'il y a d'autres adaptations, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres adaptations des 4 filles du Dr March qui sont particulièrement réussies, mais en l'occurrence celle-ci, selon moi, va rester dans l'histoire comme une des excellentes adaptations de ce livre. Alors j'ai pas lu le livre, mais je dirais, alors de manière plus modeste, ça va rester un excellent film, tout court, portant le nom des 4 filles du Dr March. Mais c'est déjà un excellent film, une excellente mise en image, un excellent casting. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de dithyrambique, je ne vais pas parler très longtemps aujourd'hui, mais c'était juste pour vraiment marteler le clou. Je finirai juste un peu sur le reste du casting, où on a vraiment, il est à l'avenant, on a Laura Dern dans le rôle de Madame March, qui est très bien dans le rôle, Louis Garrel, qui a un petit rôle aussi, qui est un acteur très apprécié aux États-Unis et en France. Perso, je le trouve pas spécialement transcendant ce mec, mais bon, tant mieux, hein, il a une super carrière. Je le disais dernièrement, il joue aussi dans l'affaire Dreyfus, il joue Dreyfus, enfin voilà quoi. Grosse carrière hein, pour lui, tant mieux pour lui. Moi, il me marque pas spécialement, mais bon, voilà, ça marche très bien. Meryl Streep dans le rôle de Tante March, qui est excellent dans son côté acide et sec, et qui
grosso modo, influence énormément Amy March et qu'ils ont un très beau rapport, notamment, ça marche très bien. Bob Odenkirk, j'ai nommé Better Call Saul, Saul Goodman dans la série Better Call Saul, et notamment dans Breaking Bad, dans le rôle du père March, qui est très, très secondaire, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est un beau petit casting autour, et ça fait très très bien le taf. On va passer au scénar. Je vais faire vite dessus, mais il y a une vraie originalité dans la construction du film, il me semble, et il faut que je vous en parle. Plus vite, bande de trous du cul. Le scénario de Little Woman est connu, ça suit donc l'histoire des 4 filles du Docteur March, donc si vous ne connaissez pas plus que ça, je ne vais pas spoiler plus, mais si je ne dis pas de bêtises, alors je ne connais pas le livre, peut-être que le livre est écrit comme ça, mais je ne me souvenais pas, ni dans le dessin animé, ni dans d'autres adaptations, ni dans le film de 94, que l'histoire était en quelque sorte en flashback et en flash-forward. Il se trouve que Greta Gerwig a choisi, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, mais j'ai trouvé ça tellement marquant que ça me surprendrait que dans le film de 94, je ne l'ai pas remarqué. Alors peut-être que le livre est comme ça, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, donc n'hésitez pas à me dire si ça vient du livre, et tant mieux. Mais en tout cas, la construction du film est basée sur des flashbacks et des flash-forwards, c'est-à-dire qu'on voit des personnages se dire des choses, et on voit ensuite des passages du passé, du présent. Alors je ne me souviens plus exactement comment c'est découpé, mais grosso modo, on a notamment un moment où on voit Meg dans une fête, elle est habillée avec une robe qu'on lui a prêtée, parce que si j'ai pas de bêtises, c'est une école pour jeunes femmes à laquelle elle est envoyée, et on lui donne des robes parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter une belle robe, machin, donc on lui en donne une, et on la voit profiter de la soirée, être très contente de faire un petit peu la minaude, et ainsi de suite. Elle passe une bonne soirée, quoi, tout simplement. Et il y a le copain de la famille, qui s'appelle Laurie, donc, celui qui va être en crush pour Joe et pour Amy, qui va dire à Meg et tout ça, franchement, ta robe ne me fait pas grand effet, elle est vachement blessée, elle lui dit non, mais toi t'es magnifique dedans, blablabla. Et donc il se fait un peu pardonner, mais tout ça pour dire, et juste après on voit donc Meg, plus tard, mariée, avec son mari, dire voilà, t'as son mari qui lui dit oui, j'aimerais bien t'acheter des robes, tout ça, mais c'est pas possible, ça, elle a dit oui, mais moi je sors avec des copines, je caricature, j'aimerais avoir des robes et des trucs comme ça, et on peut pas, et par moments c'est frustrant. Et donc elle le blesse vachement, lui il est là, oui, je sais que j'arrive pas à ramener assez d'argent, je suis vraiment déçu de pas te donner la vie que tu voudrais et tout. Et donc elles se font en excuses, mais qui sont sincères, elle est sincère de tous les côtés, c'est ça qui est, je trouve, on arrive à croire à la séquence, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment, elle a toujours vécu de manière modeste, et elle sait que c'est bien, mais voilà, elle a aussi besoin par moment de vivre un peu de ce genre de choses un peu futiles, et elle peut pas. Donc forcément, elle en souffre un peu, elle lui a juste dit, mais lui, forcément, il a pris ça, c'est logique, comme une attaque, hein, une manière de dire, voilà, t'es pas au niveau de ce dont j'ai besoin, blabla, alors que c'est pas ce qu'elle lui dit, mais il l'entend un peu comme ça. Et c'est une belle séquence, et donc les séquences sont juste l'une derrière l'autre, alors qu'elles sont à plusieurs années, je pense, ou à quelques années de différence. Et le film joue beaucoup là-dessus, on voit notamment Joe avec Beth, elles sont sur la plage, elles discutent, Beth essaye de lui parler de sa maladie, du fait qu'elle va mourir, blablabla, et Joe qui refuse de l'entendre, et ensuite elle lui parle de l'amour et tout ça. Joe dit de toute façon l'amour, machin, blablabla, ça m'intéresse pas et tout, et là on voit Joe avoir une déclaration, on voit Laurie faire une déclaration d'amour à Joe qui les conduit puis qui regrette, voilà, donc vous voyez, on fait constamment des allers-retours comme ça, et j'ai trouvé que ça dynamisait très très bien l'histoire, que ça cassait de manière très sensible et intelligente le côté romanesque, en fait, d'une histoire qui... Le problème des récits romanesques comme ça, ou un de ces problèmes, c'est que c'est des récits très attendus. On sait que le personnage va souffrir, on sait qu'il va y avoir éventuellement des morts, des morts douces ou violentes, mais des morts, que les personnages vont passer par des passages durs avant de rencontrer l'amour. C'est des récits romanesques, c'est des livres qui sont connus pour ça. Et Little Woman ne fait pas exception, hein. Il y a d'autres livres là-dessus, Jane Eyre et autres. Donc tout ça pour dire... c'est des récits très attendus, et c'est difficile de pas sombrer dans une forme de ronronnement de film, je vais mettre exprès de gros guillemets, de film pour filles, c'est-à-dire le personnage est plutôt juste moralement, mais a des défauts, ses défauts sont exagérés, ça lui coûte cher, il y a même des gens de sa famille qui en meurent, machin, blablabla. Ensuite elle souffre beaucoup, elle rencontre son amour, mais pour une raison où c'est des questions d'étiquette, ou des questions sociales, donc d'étiquette, hein, je répète la même chose, ou des questions de moyens financiers, ou des questions des questions raciales, des questions... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours un truc qui empêche cet amour d'exister, il souffre, quitte à se perdre de vue, machin, et finalement à la fin il se retrouve fin heureuse. Donc on est dans quelque chose de très balisé, et qui peut vite être assez ronronnant, assez...
limite en termes de mise en scène maintenant, parce que franchement le récit romanesque on le connaît quoi, c'est un poil paresseux. Et justement Greta Gerwig a fait ce choix très audacieux je trouve. Encore une fois si le livre est écrit comme ça tant mieux, elle l'a très bien adapté hein, et ça marche très très bien en termes de film. Mais je n'ai pas ce souvenir là, je pense vraiment que c'est un choix de sa part d'avoir imbriqué les éléments comme un puzzle qui va d'abord répondre à qui sont ces femmes, va vraiment donner la priorité à leur personnalité, à leur difficulté, à leur combat, et au fait de s'affirmer en tant que petite femme. Little Woman, le titre original étant bien meilleur que les 4 filles du Dr. March, puisque le Dr. March, grosso modo, on s'en fout. Et ça, je trouve que ça met énormément en valeur les personnages, leur combat intérieur, leur difficulté de femme dans cette époque-là. C'est un film qui du coup devient très très beau. Vraiment, j'ai été assez scié. Je n'ai pas forcément été ému, ça me bouleverse pas ce type d'histoire, mais j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et comme en plus la photographie et la mise en scène est au diapason sans en rajouter, sans être... quand je disais que le film est un peu malikien, là où je mettrais une nuance, c'est que chez Terrence Malick, c'est très 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 affirmé. Terrence Malick, quand il fait un film, on voit le geste de l'auteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des symboles. Allez, je vais faire une caricature, mais c'est du genre, il y a un personnage qui meurt, et puis l'image suivante, c'est on voit une plante qui tout doucement s'affaisse en accéléré. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment dans des très très grosses métaphores symboliques. Le personnage est mort, la fleur qui fane, machin, blablabla. Donc on est vraiment dans un geste qu'on voit, la musique, le montage, tout joue vraiment à faire quelque chose d'artistique. Là, chez Greta Gerwig, il y a cette intelligence à un moment donné de s'être mis en retrait vis-à-vis du récit, de respecter l'œuvre originale, mais en même temps d'en faire quelque chose qui donne vraiment non plus la part au récit romanesque, c'est-à-dire au côté amoureux, petite histoire d'amour, marivaudage, ainsi de suite, qui est jolie, mais qui clairement n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans l'œuvre, et je pense qu'elle a eu raison. C'est vraiment comment ces jeunes femmes sont confrontées aux difficultés de leur époque, aux difficultés de s'affirmer, aux difficultés d'être libres dans une société extrêmement fermée et avec un carcan très fort. Et là, on voit de manière subtile aussi, on sent beaucoup plus, je trouve, dans cette adaptation, l'importance des parents en marche, leur ouverture d'esprit, et surtout l'importance de la mère, qui très vite a un rapport avec elle, qui devient leur amie. Alors je dis pas que c'est un modèle d'éducation à suivre, je dis juste que c'est valorisé comme ça dans le film, ça devient leur amie, puisqu'ils appellent souvent leur mère Laurie, et non pas maman. Et c'est très beau, parce que ça leur donne... On sent vraiment un avant-gardisme chez elles, une capacité à leur donner des valeurs qui sont d'abord basées sur le propre développement de leur personnalité, de ce qu'elles ont envie de faire. C'est pour ça que les 4 sœurs développent des choses, certes de termes artistiques. Meg veut être grosso modo mère et avoir des enfants et tout, mais elle a choisi, elle le sent comme ça. Elle l'affirme d'ailleurs face à Joe dans un très beau dialogue où elle lui dit, voilà, moi j'ai pas... Être une femme, entre guillemets, c'est pas une femme au foyer, mais c'est être une mère, être une épouse, être c'est ça pour moi, être une femme affirmée. Et c'est très beau et ça fonctionne très bien. À l'inverse de Joe, qui est donc beaucoup plus, entre guillemets, je mets vraiment de gros guillemets, rebelle par rapport à son époque, hein, mais même encore aujourd'hui, quelque part, elle pourrait être considérée comme ça, en disant, voilà, moi l'amour, ça m'intéresse pas, je suis une artiste, machin, ce qui est important, c'est l'œuvre, c'est la famille, donc voilà, et donc je pense qu'il y a... Les atournements de Joe sont un peu plus attendus, un peu plus évidents, et ça aurait été dommage de baser toute l'histoire sur son histoire à elle, ce que j'avais beaucoup plus comme sensation dans ma mémoire de ce livre, des adaptations de ce livre, pardon. Et l'idée de concentrer leurs atournements et leurs questionnements par groupe, comme ça, où on voit le personnage être confronté à son passé, son futur, dans les mêmes séquences les unes derrière les autres, je trouve, en regroupant l'histoire des différentes sœurs, je trouve que ça marche particulièrement bien, et ça permet vraiment de mettre en valeur ces jeunes femmes au détriment du côté romanesque, du côté amoureux, on est amoureux de l'un, de l'autre, machin, même si c'est important, c'est d'abord elles qui sont importantes. Et ça, évidemment, à notre époque, évidemment avec MeToo, évidemment avec ce qu'on se mange dans la tronche en termes de patriarcat et de misogynie ces dernières années, bien sûr, ça fait du bien. C'est un film qui, quelque part, fait du bien parce qu'il est juste. Il n'est pas en train de nous dire, de nous faire des grands slogans de féminisme à 2 balles. Il nous montre des femmes confrontées à des choses vraisemblables et qui veulent, en plus de ça,
ont une éducation qui leur permet de vouloir s'affirmer, d'aller au-delà d'être un cliché de combat de femmes. Ça ne les intéresse pas, elles veulent d'abord être elles-mêmes, et le film le montre très très bien. Oui, je sais, je suis dithyrambique, donc on va passer à la conclusion avant que vous flinguiez, parce que je commence à devenir, un lécheur de pompe professionnel. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Donc oui, faisons une conclusion simple et claire et nette. Little Woman est un excellent film sur des femmes. C'est un très 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 beau film avec une photographie de très grande qualité, des décors qui sont très vraisemblables, une histoire centrale qui n'est jamais prise au détriment des éléments artistiques. Greta Gerwig essaye pas de se faire passer pour une grande réalisatrice, elle essaie de faire le film qu'il faut, et je trouve qu'elle a une mesure qui est impressionnante. Sachant que c'est elle qui a écrit le scénario, c'est brillant. On a en plus un casting qui, en plus d'être un excellent casting, est excellent dans le rôle. Mention spéciale à Florence Pugh, qui est vraiment excellente, et à Emma Watson, qui décidément a un potentiel d'actrice qui, à mon avis, elle devrait plus creuser et plus se mettre en difficulté. Mais si vous connaissez mieux sa filmographie et que vous pensez que j'ai tort, n'hésitez pas à me détromper dans les commentaires, lâchez-vous, il n'y a pas de problème, je ne demande qu'à apprendre. Et en plus de ça, c'est un film qui est parfaitement adapté à notre époque, avec subtilité. C'est un film féministe, mais c'est un film féministe avec une très très grande intelligence, en tout cas c'est mon impression, qui va au-delà du combat. Il nous met une claque parce qu'il nous dit voilà, c'est pas un combat, ça va au-delà, c'est normal, c'est essentiel, et on devrait même plus le traiter comme un combat, et ces jeunes femmes sont d'abord des personnes qui doivent s'affirmer au-delà d'être, entre guillemets, des symboles. Ce sont des femmes, avec un grand F. C'est pour ça que j'ai envie de dire oui, des petites femmes, mais en fait non. Des grandes femmes. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un mec qui parle trop est sur toutes les plateformes, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas non plus à aller sur le blog. Je l'ai déjà dit avant, mais allez, ça fait jamais de mal. Un mec qui parle trop, tout attaché.wordpress.com, où je mets maintenant les podcasts aussi en audio direct. Vous ne les avez plus seulement sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur les différentes plateformes, liker. Et si vous êtes sur YouTube, évidemment, abonnez-vous, mettez la cloche, blablabla, vous connaissez l'histoire. Je vais pas vous saouler. J'ai vu qu'il y a encore de nouveaux abonnés dernièrement, franchement, mais ça me touche à mort, c'est génial. Merci beaucoup à vous tous. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, merci encore du fond du cœur et à bientôt. Ciao, ciao.